سعيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. Alors, Merci, Madame Saad. merci. Donc pour le cours d'aujourd'hui, donc on a terminé PHP. Donc on va faire un peu de JavaScript. Donc on va pas faire tout le langage, mais on va faire au moins une initiation, donc qui vous permettra d'avoir une idée sur JavaScript. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce qu'on veut dire par les sites interactifs? Donc à l'intérieur des pages HTML, on insère des programmes, d'accord? Donc, comment se passe l'interaction dans le cas où j'insère du code au niveau du côté client? Donc, qu'est-ce qu'on avait vu jusque-là? On avait vu comment insérer un code mais qui va être exécuté au niveau du serveur. Ça, on l'avait vu quand on a étudié le langage PHP. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que l'interpréteur PHP au niveau du serveur permettait d'interpréter le code PHP et de renvoyer vers le client uniquement le résultat de l'exécution. C'est-à-dire que le client, qui est le navigateur en réalité, ne recevra que le résultat et ne recevra pas le code source. Là, on est dans une autre approche. D'accord? Cette fois-ci, nous avons du code source, mais qui va être exécuté par le client, c'est-à-dire qui va être exécuté au niveau du navigateur. Dans ce cas, comment ça se passe? Je prends un document HTML, je lui ajoute du code. Donc ici, on travaille particulièrement le langage standard pour la programmation côté client, c'est le langage JavaScript. Donc, je vais prendre mon document HTML, je vais lui insérer ou lui greffer un code JavaScript. Nous allons voir ensuite comment insérer du code JavaScript dans une page. Déjà, une différence par rapport à PHP, est-ce que l'extension va changer? Est-ce que ça va devenir .js? Non. Si vous avez un code HTML et vous lui ajoutez du code JavaScript, l'extension restera toujours .html. Ça, c'est déjà une première différence par rapport à PHP. Avec PHP, il change l'extension. Je prends le document, je l'héberge sur le serveur. Une requête arrive à partir d'un client pour demander ce document particulier qui est au niveau du serveur. Que va faire votre serveur? Votre serveur va aller chercher sur son disque dur, récupérer le document et le renvoyer tel quel. D'accord? Il n'interprète rien, il va l'envoyer tel quel. Donc, que reçoit l'utilisateur? Que reçoit le client? Le client reçoit le document HTML avec le code source JavaScript qui n'a pas encore été exécuté. Ensuite, le navigateur va interpréter votre code ligne par ligne. Lorsqu'il a une ligne de code HTML, il l'interprète et il l'affiche. S'il a une ligne de code CSS, pareil. S'il arrive à une ligne de code JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la charger en mémoire. Il ne l'interprète pas directement. Pourquoi? Parce qu'il doit se mettre en attente d'un certain événement. JavaScript est ce qu'on appelle un langage événementiel. C'est-à-dire que le code JavaScript ne s'exécute pas spontanément, il s'exécute en réponse à certains événements déclenchés par l'utilisateur. D'accord? Donc, le code JavaScript est du genre, si la page est chargée, exécutez tel code. Si l'utilisateur clique sur ce bouton, exécutez tel code. Donc, il y a toujours un si, il y a toujours l'attente d'un événement. Et donc, voilà pourquoi il est chargé en mémoire, en attente de quoi? En attente de l'événement qui va le déclencher. Alors, quels sont les avantages ici? Alors, les avantages ici, c'est que ça va alléger votre serveur. Votre serveur n'a pas grand-chose à faire, surtout donc s'il y a une grande charge. Donc, votre serveur sera soulagé un petit peu des traitements parce qu'il n'a qu'à chercher les documents et les envoyer tels quels vers le client. Maintenant, quels sont les inconvénients? Les inconvénients, c'est premièrement un problème de sécurité. Vous avez constaté ici qu'on envoie le code source en clair. C'est-à-dire que s'il contient des informations d'accès à une base de données, par exemple le login et le mot de passe, ils seront visibles par tout le monde. Et donc, il n'est pas question d'utiliser une méthode pareille pour accéder à une base de données ou pour accéder à des données privées. D'accord? Deuxième problème, le fait de confier l'exécution de JavaScript au client
Alors, si le client, qui est le navigateur dans notre cas, bloque JavaScript, il y a la possibilité de bloquer le code JavaScript pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce que JavaScript est souvent utilisé pour attaquer les systèmes. Donc, il a acquis une certaine mauvaise réputation. S'il est bloqué, eh ben, l'utilisateur n'aura pas accès à toute la partie du code JavaScript que vous aurez mis dans votre page. D'accord? Donc, est-ce que pour autant je vais abandonner JavaScript? Non. Qu'est-ce qu'on va faire avec JavaScript? On va faire, par exemple, les tests au niveau de la page. D'accord? Donc, si je veux faire des tests en local, par exemple, pour vérifier si les champs d'un formulaire ont bien été remplis, je peux le faire en JavaScript. Un deuxième aspect que nous allons voir un peu plus tard dans ce cours, c'est modifier une page à la volée. C'est-à-dire, j'ai une page qui a déjà été chargée et je veux la modifier. Ça, je ne peux pas faire ça avec PHP, mais je peux faire ça avec JavaScript. D'accord? Donc, en utilisant le modèle de document ou bien le DOM, que nous allons voir juste après dans la suite du cours. Alors, qu'est-ce que c'est que JavaScript? Donc, JavaScript est un langage de programmation de script principalement utilisé pour les pages web interactives côté client. Quand je dis page web interactive côté client, interactive, ça veut dire qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des programmes. Côté client, ça veut dire que c'est le navigateur ou le client qui exécute le code. C'est un langage orienté objet dans la mesure où tout élément en JavaScript est considéré comme un objet. Et donc, il a des méthodes et des propriétés permettant de le manipuler. Il s'agit d'un standard, c'est une implémentation d'une norme standard, d'accord, qui est la norme ECMAScript. Quelles sont les caractéristiques de JavaScript? Donc, il permet le traitement local d'événements déclenchés par le client. Quel est le genre d'événements supportés par JavaScript? C'est un ensemble varié qui va du déplacement de la souris, le clic, la soumission de formulaire, l'ouverture ou la fermeture d'une fenêtre. Tout ça est considéré comme étant des événements en JavaScript. Quand vous captez un événement, vous pouvez répondre à cet événement en déclenchant une action associée. Il s'agit d'un langage interprété, c'est-à-dire ce n'est pas un langage compilé, c'est un peu comme PHP. D'accord? L'analyse et l'exécution se fait ligne par ligne au fur et à mesure et les erreurs sont identifiées au cours de l'exécution. Donc là aussi, prenez toujours l'habitude d'écrire un code clair, bien indenté, parce que s'il y a des erreurs, il faudra que vous vous débrouillez pour les trouver. D'accord? Donc il vaut mieux avoir en face de soi un code bien écrit, bien indenté et aussi bien commenté. Les commentaires nous aident beaucoup lorsqu'on doit corriger un script, par exemple, qu'on a écrit depuis un certain temps. Alors, l'interpréteur est intégré au navigateur, c'est-à-dire que tous les navigateurs supportent JavaScript. Et il est disponible sur de nombreuses plateformes. En réalité, tous les navigateurs récents supportent JavaScript sans aucun problème. Quelles sont les utilisations les plus fréquentes de JavaScript? Il sert à contrôler les données saisies dans un formulaire. Vous pourrez me dire, mais PHP sait aussi le faire. Quelle est la différence dans la vérification des données entre JavaScript et PHP? Si je suis au niveau d'un formulaire et que, par exemple, j'ai oublié de saisir un champ, lequel va le détecter le plus vite? JavaScript ou PHP? Essayons de raisonner. JavaScript. Très bien. Pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi? Côté client. Voilà. Donc, votre camarade a raison. Puisque le formulaire est sur le navigateur et que le navigateur, c'est le côté client, JavaScript a un accès instantané à votre formulaire. C'est-à-dire, dès que vous commencez à saisir, vous avez accès au formulaire. Et donc, vous pouvez détecter si un champ est vide, si un champ n'est pas conforme, etc. Sans attendre que le formulaire ne soit soumis. Pourquoi? Comme l'a dit votre camarade, parce qu'on est au niveau du client. On est sur la machine cliente. Maintenant, pour PHP, quand est-ce que PHP pourra consulter les données du formulaire? Une fois qu'il a été soumis. C'est-à-dire que tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton Submit, au niveau de PHP, nous n'avons aucun accès au formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Quand l'utilisateur est en train de saisir, c'est-à-dire pendant la saisie, dès qu'il quitte un champ,
j'ai la possibilité de signaler à l'utilisateur, par exemple, qu'il a oublié un champ obligatoire. Donc ça, c'est la vérification que je vais faire avec JavaScript. Et une fois qu'il a soumis le formulaire, je vais faire une deuxième vérification qui sera c'est-à-dire à partir de PHP et qui me permettra de valider les données saisies. D'accord? Donc, on va faire les vérifications en général en 2 temps. Qui peut me dire, est-ce que je peux me passer des vérifications PHP si je fais toutes les vérifications avec JavaScript? Est-ce que je peux me passer de PHP? Non, madame. Pourquoi? Madame JavaScript, traitement de données statiques. Non. Là, mais chez le traitement de données statiques, il peut traiter les données qui ont été saisies. Donc, c'est des données interactives, des données dynamiques. Il y a une autre raison. Est-ce que l'utilisateur peut bloquer JavaScript? Exactement. C'est-à-dire, si je vérifie par exemple les champs obligatoires ou les types des données en JavaScript, tant que ça se passe bien, c'est parfait. Mais si l'utilisateur bloque JavaScript, ça veut dire que votre formulaire va être chargé sans aucune vérification. Voilà pourquoi on fait toujours la double vérification. D'accord? Alors certains pourraient me dire alors dans ce cas-là, faisant les vérifications en PHP, pourquoi s'encombrer avec JavaScript? On peut dire ça, on va dire, puisque PHP fait très bien le travail et puis qu'il est fiable et que l'utilisateur ne peut pas le désactiver, ben faisons tout en PHP. Le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est par rapport à l'utilisateur. Si vous êtes, par exemple, prenant un formulaire moyen disant qu'il contient 20 champs et que vous avez, par exemple, les 2 premiers champs qui sont obligatoires. Si on implémente ça, c'est-à-dire si on fait les tests uniquement en PHP, il doit remplir les 20 champs, soumettre, et c'est ensuite qu'on va lui afficher le premier champ est obligatoire, veuillez le remplir. Si je fais le même travail maintenant en JavaScript, comment ça va se passer? Il est sur le premier champ. Dès qu'il le quitte, JavaScript va le détecter. Il va immédiatement lui dire ce champ est obligatoire, vous devez le remplir. Donc l'interaction avec l'utilisateur est plus rapide. Pourquoi? Parce que JavaScript est du côté client. Voilà pourquoi nous allons faire des vérifications en JavaScript. D'accord? C'est des vérifications préliminaires qui vont faciliter ou qui vont assister l'utilisateur dans sa saisie. Et nous allons avoir ensuite une vérification plus sûre, plus complète, d'accord? Qui va se faire en PHP et dont on ne peut absolument pas se passer. Donc voilà pourquoi je ne peux me passer ni de PHP ni de JavaScript. J'aurai besoin des deux. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir comment on crée des scripts. D'accord? Alors, j'ai 2 façons d'intégrer mes scripts dans le code HTML. Soit directement à l'intérieur de la page web, dans ce cas-là, je les mets dans une balise qui s'appelle script. Soit sur des fichiers externes auxquels je vais faire appel dans mon document. C'est un peu comme on a vu en CSS. Il y a le CSS interne, il y a le CSS externe. Ici, il y a les scripts internes, les scripts externes. Le script externe, c'est quoi? Vous ouvrez un simple fichier texte, vous mettez votre code JavaScript et vous sauvegardez avec l'extension .js. Ensuite, vous allez faire appel à ce script dans votre document. D'accord? Alors, l'insertion du code JavaScript à l'intérieur d'une page HTML se fait avec la balise script. D'accord? Dans le cas général, les déclarations sont dans le head et l'appel des fonctions sont dans le body. D'accord? Mais ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas une règle générale. Pourquoi? Parce que des fois, ça alourdit le chargement, surtout si vous avez beaucoup de fonctions. D'accord? On peut aussi ajouter du code JavaScript dans une balise directement. De la manière suivante, j'ai la balise, j'ai on et le nom de l'événement, c'est-à-dire c'est le gestionnaire, égal, j'écris mon code JavaScript ou bien j'écris le code d'appel à une fonction. D'accord? Donc, je peux le faire dans un fichier externe avec l'extension .js. Je peux l'écrire dans la balise script
je peux l'intégrer directement à l'intérieur des balises HTML en leur associant un événement. C'est-à-dire, lorsque cet événement surviendra, ce code sera déclenché. Maintenant, il y a le problème de compatibilité et le problème aussi de désactivation du script. Donc, si l'utilisateur n'a pas accès à votre script, d'accord, ou bien qu'il y a un problème de compatibilité, qu'est-ce qui risque de se passer? Donc, l'utilisateur n'aura pas accès à une partie du contenu. Donc, ici, il faut avertir l'utilisateur pour lui afficher un message. Par exemple, votre navigateur n'accepte pas JavaScript. Quelle est la balise qui permet de le faire? C'est la balise NoScript. NoScript sera exécuté uniquement si votre code de JavaScript n'est pas supporté par le navigateur. Maintenant, le problème qui risque de se poser, c'est que si vous mettez votre code JavaScript dans la balise script et que ce script n'est pas supporté, qu'est-ce qui va se passer? Le navigateur va considérer le code JavaScript comme du texte simple. Et qu'est-ce qu'on fait au texte simple? On l'affiche. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le code source sur votre page. Alors, c'est très très peu professionnel de voir du code source traîner sur une page à cause d'une erreur ou à cause d'un problème. Pour éviter ce genre d'inconvénient, qu'est-ce qu'on fait? On met tout notre code JavaScript à l'intérieur d'un commentaire HTML. Pourquoi on le fait? On le fait par précaution. Je me dis, si le navigateur supporte JavaScript, tant mieux, il va exécuter le code. Enfin, il va interpréter le code, pour être plus précise. Maintenant, s'il ne supporte pas JavaScript, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver du texte. Mais il va trouver le texte à l'intérieur d'un commentaire HTML. Voilà comment s'écrit un commentaire HTML. Et donc, il ne va pas l'afficher à l'utilisateur. Les commentaires ne s'affichent pas. Donc, regardez comment on a fait ici. J'ai ouvert le commentaire. J'ai créé mon code JavaScript. Et puis ensuite, pour fermer le commentaire, qu'est-ce que je fais? Je mets les deux slash. Les deux slash, nous allons voir juste après que ce sont les commentaires en JavaScript. Donc, si JavaScript est supporté, cette partie sera mise en commentaire. Si JavaScript n'est pas supporté, cette partie va fermer le commentaire HTML et donc le code ne va pas s'afficher. Pourquoi on fait ça? Pour protéger notre code, pour protéger notre site, pour éviter à l'utilisateur de voir du code source qui risque de paraître comme du charabia, d'accord? Qui risque même d'effrayer ou de faire peur à l'utilisateur qui n'a pas d'expérience avec la programmation, etc. Et donc, on va le masquer au cas où il ne serait pas exécuté. Maintenant, quelle est la balise qui permet d'intégrer le code? C'est la balise script. D'accord? Donc, cette balise peut être utilisée donc, pour n'importe quel langage de script, sauf que JavaScript a été défini en HTML5 comme langage par défaut. C'est-à-dire, si vous utilisez JavaScript, vous n'êtes pas obligé de préciser que vous travaillez avec JavaScript. Vous mettez la balise script tout court, la valeur par défaut, c'est JavaScript. D'accord? Donc, dans les versions précédentes, on mettait toujours type égale texte JavaScript. Donc, on précisait le type. À partir d'HTML5, c'est devenu le standard du scripting côté client et donc, pas la peine d'ajouter ceci. Prenez un exemple ici. Donc, je veux ajouter un script. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute la balise script et j'écris mon code. D'accord? Pourquoi vous remarquez que mon code ici est entre deux commentaires? Je vous l'ai dit. Comme ça, si le code ne fonctionne pas, il ne va pas s'afficher à l'utilisateur, il sera mis entre commentaires. Donc ici, par exemple, j'ai la fonction alerte. Cette fonction, c'est une fonction prédéfinie qui va afficher une boîte de dialogue avec un message de notre choix. D'accord? Avec un bouton OK qui va permettre de fermer la boîte de dialogue. Donc, voilà ce que ça va donner à l'affichage. Donc, cette boîte de dialogue, c'est une boîte de dialogue prédéfinie. Vous n'avez pas à écrire du code source pour la générer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de personnaliser ce message qui s'affiche. D'accord? Quelques conseils de programmation. Donc, première chose, prenez l'habitude d'indenter le code, quel que soit le langage utilisé. Utilisez aussi
les commentaires. Il faut commenter correctement le code afin d'en améliorer la compréhension. D'accord? Et puis aussi, si vous avez des données volumineuses, au lieu de les mettre dans le document, mettez-les plutôt dans un fichier externe. Qu'est-ce qu'on va gagner à les mettre dans un fichier externe? C'est que quand vous les mettez dans un fichier externe, ceux-ci peuvent être mis en cache par le navigateur, ce qui va accélérer leur chargement. Par contre, si j'ai du code assez lourd et que je mets dans ma page, qu'est-ce qui va se passer? Il va alourdir le chargement de ma page. Alors, un script JavaScript est une suite d'instructions qui seront séparées par des points-virgules. D'accord? Comment s'écrivent les commentaires? Alors, dans cette partie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent au langage C et qui ressemblent aussi à PHP qu'on vient de terminer. D'accord? Donc, par exemple, les commentaires, c'est pratiquement la même chose. 2 slash, si vous voulez un commentaire sur une ligne, et slash étoile étoile slash, si vous avez un commentaire sur plusieurs lignes. Comment on définit les variables? D'accord? Donc ici, nous avons deux possibilités en JavaScript. Soit on les déclare, soit on ne les déclare pas. D'accord? Soit elles sont déclarées d'une manière explicite en utilisant le mot-clé var. D'accord? Donc, par exemple, var num égale à 1. Je suis en train de déclarer une variable qui s'appelle num et je suis en train de l'initialiser en même temps. Vous remarquerez que je déclare sans définir le type. D'accord? Deuxième possibilité, c'est-à-dire ne pas déclarer les variables. Sa première utilisation va servir de déclaration. D'accord? Donc, c'est facultatif en JavaScript, mais c'est fortement recommandé, nous allons le voir par la suite. Donc, de façon implicite, on écrit le nom de la variable suivi de la valeur. Par exemple, num égale à 1. La première occurrence de num, ça va servir de déclaration et en même temps d'initialisation. Donc, quand je mets num égale à 1 pour la première fois, j'ai déclaré une variable qui s'appelle num et dont la valeur est égale à 1. D'accord? Donc, ici, puisque vous ne voyez pas de type, ça veut dire que ce sera un peu comme PHP, les types vont être définis de manière implicite par le langage. Alors, par contre, pour la clarté des scripts et pour éviter les erreurs à l'exécution, il est conseillé de toujours utiliser le mot-clé var pour déclarer une variable. D'accord? Comme ça, si vous avez un problème, vous irez directement à l'emplacement spécifié et vous trouverez les différentes variables. D'accord? JavaScript aussi, il faut savoir que c'est comme PHP, il est sensible à la casse, donc il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Alors, concernant les noms des variables, ou bien le nom des fonctions, donc il peut être composé des caractères alphanumériques, plus le souligné et le dollar. Ici, pourquoi on a le droit d'utiliser le dollar? Parce que le dollar ici n'a pas de signification particulière. En PHP, quand je mets $x, ça veut dire que c'est la variable x. Ici, non, le dollar n'a pas de signification particulière, donc vous pouvez l'utiliser comme un simple caractère dans la définition des noms de variables ou de fonctions. Maintenant, nous avons vu que JavaScript, lors de la définition, de la déclaration, ne vous demande pas de type. D'accord? Donc, il va les définir d'une manière implicite. Déjà, on va se poser la question, quels sont les types supportés par JavaScript et comment il fait l'affectation des types. Comment il sait si cette variable sera de type numérique ou de type chaîne de caractères, etc. Alors d'abord, quels sont les types de base disponibles en JavaScript? Nous avons le type number. Donc ici, nous n'avons pas les réels à part et les entiers à part. Nous avons le type number, d'accord? Ce qui va désigner toute valeur numérique, qu'elle soit entière ou à virgule, d'accord? Donc les entiers et les réels seront dans le même type qui est le type number, d'accord? Donc ils peuvent être aussi dans une autre base qu'en décimale, d'accord? En octal, en hexadécimal, c'est pareil. Tout ce qui est numérique est dans le type number. Nous avons aussi les chaînes de caractères, d'accord? C'est le type string.
Donc, il désigne toute chaîne de caractères, c'est-à-dire n'importe quel texte ou ensemble de caractères ou suite de caractères encadrés par des codes simples ou des codes doubles. D'accord? Donc, quand il les voit, il sait, dès qu'il voit qu'il y a des codes simples ou des codes doubles, il sait qu'il s'agit du type chaîne de caractères. Nous avons le type booléen. Donc, ici, c'est les booléens, c'est les valeurs true ou false. Et nous avons nul. Le type nul ne représente pas de valeur. Pourquoi? Parce que c'est la valeur qui délimite le type d'une variable. Vous avez vu qu'on n'a pas de déclaration explicite des types. Et donc, si une variable a une valeur, c'est sa valeur qui va déterminer son type. Maintenant, si elle n'a pas de valeur, quel est le type que je vais lui attribuer? Eh bien, je vais tout simplement lui attribuer le type nul. D'accord? Alors maintenant, comment il va reconnaître les types? Il va reconnaître les types directement en fonction des valeurs. Si je prends une variable, je lui affecte une valeur entière ou réelle, c'est-à-dire tout ce qui est valeur numérique, elle sera de type number. Je lui affecte une valeur, donc un ensemble de chaînes une suite de caractères entre des codes simples ou des codes doubles. Qu'est-ce que ça représente pour lui? C'est une chaîne de caractères, string. Je mets par exemple une variable, je mets x reçoit false. Je travaille avec les booléens. Pour lui, le type est booléen. D'accord? Donc voilà comment il fait pour déterminer les différents types. Maintenant, puisque c'est lui qui choisit les types, si j'ai un problème avec mon programme, je pourrais par exemple me dire quel est le type qui a été donné par JavaScript à telle ou telle variable. D'accord? Pour tester. Donc, comment connaître le type d'une variable en JavaScript en utilisant le mot-clé type of, suivi de l'identifiant de la variable à tester. Il va vous renvoyer une chaîne de caractères qui va contenir le type. Et donc, vous pourrez vérifier est-ce que le type obtenu est égal au type souhaité. Parmi les erreurs qui peuvent arriver, c'est que des fois, en manipulant les nombres, d'accord? Donc, il y a des nombres qui sont parfois traités comme chaîne de caractères. Par exemple, moi, je veux, par exemple, le nombre 123. Si je le récupère à partir d'un formulaire, de type, par exemple, un champ input type égal à texte. Type égal à texte, il vous renvoie quoi? Une chaîne de caractères. Vous vous attendez à une valeur numérique, qui est le 123, et JavaScript va le prendre comme étant la chaîne de caractères 1, 2, 3. D'accord? Donc, ce sont des erreurs assez fréquentes en JavaScript. Comment régler le problème ou bien comment vérifier si le type est bien celui que vous souhaitez? Vous utilisez le mot-clé typeof suivi de l'identifiant de la variable que vous souhaitez tester, tout simplement. Maintenant, la portée des variables. Voilà, c'est-à-dire c'est là que vous allez voir vraiment l'intérêt du mot-clé var. D'accord? Donc, si vous prenez une variable, que vous l'utilisez de manière implicite, sans utiliser le mot-clé var, cette variable sera de portée globale. Et en programmation, on a peur des variables globales. Pourquoi? Parce que ce sont des variables auxquelles on a accès dans tout le document et qu'on oublie par moment. C'est-à-dire que vous oubliez complètement que vous avez modifié telle ou telle variable. Vous vous retrouvez avec des résultats faussés. Vous ne savez pas où est-ce que vous avez accédé à cette variable. D'accord? Des fois, on les oublie aussi, on les redéfinit. Et donc, il y a des fois écrasement des valeurs. Et des variables globales, d'une manière générale, sont des variables dangereuses qu'il faut surveiller. Donc, voilà pourquoi il est déconseillé, il est fortement déconseillé d'utiliser des variables en JavaScript sans les avoir déclarées avec le mot-clé var. D'accord? Maintenant, on se met d'accord, on met toujours var, que je souhaite avoir une variable globale ou une variable locale, je déclare avec var. Si je mets ma variable à l'intérieur d'une fonction avec le mot-clé var, elle sera locale à cette fonction. Si je la mets dans un bloc, elle sera locale à ce bloc. Si je la mets tout à fait en haut du document, c'est-à-dire en dehors de toute fonction, elle sera de portée globale.
Donc, dans un code JavaScript, voilà ce que vous allez faire. Toutes vos variables globales, mettez-les tout à fait en haut du code. Vous mettez le mot-clé var, vous les mettez isolés du code, tout à fait au début. Pourquoi? Si j'ai la moindre erreur dans mon programme, je sais exactement où ont été déclarées toutes les variables globales du programme. Ça ira plus vite. D'accord? Je ne risque pas de les perdre en cours de route. Maintenant, les variables locales dont j'ai besoin localement, à l'intérieur d'une fonction, à l'intérieur d'un bloc. C'est-à-dire j'en ai besoin pour des calculs ponctuels. Dans ce cas-là, je les déclare à l'emplacement souhaité. Si vous les mettez dans une fonction, dès que vous quittez la fonction, la variable n'existe plus. D'accord? Donc, je répète, on utilise toujours le mot-clé var. Si je veux une variable locale, je la déclare à l'intérieur d'une fonction. Si j'ai besoin d'une variable globale, je la déclare tout à fait en haut dans le code, d'accord? Au début du script, en dehors et avant toute fonction, d'accord? En utilisant bien sûr toujours le mot-clé var. Alors, nous avons besoin de variables, nous avons besoin aussi d'opérateurs. Alors, les opérateurs, il n'y a rien de spécial en JavaScript, ce sont les opérateurs que vous connaissez déjà, les opérateurs logiques, le et, le ou, etc. Et vous avez les opérateurs de comparaison aussi, égal, différent, inférieur, supérieur, etc. D'accord? Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est la même chose puisqu'on avait déjà vu, par exemple, en PHP. Et que vous connaissez déjà aussi en langage C. Alors, nous avons aussi les opérateurs mathématiques, d'accord? Et les opérateurs d'affectation, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici en JavaScript? L'opérateur plus aura deux significations. Si vous mettez le plus entre deux entiers, ce sera l'addition. Si vous mettez le plus entre deux chaînes de caractères, ce sera la concaténation. Alors, en concaténé, en utilisant PHP, en utilisant le point. En JavaScript, ce sera en utilisant le plus. D'accord? Donc, le plus en JavaScript a deux significations. Soit, si vous le mettez entre deux valeurs entières, ça veut dire qu'il va faire l'addition. Si vous le mettez entre deux chaînes de caractères, il va faire la concaténation. Quelles sont les structures de contrôle? Alors, c'est les structures que vous retrouvez en langage C. Par contre, par exemple, la boucle for each qu'on avait en PHP est propre à PHP. Vous ne la trouverez pas ici. D'accord? Donc, ici, c'est en général les éléments que vous avez déjà vus en C ou bien en Java. Les fonctions. Alors, il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions propres à JavaScript. On les appelle les méthodes et elles sont associées à des objets. Pourquoi on parle ici de méthodes et non pas de fonctions? Parce qu'on a dit que JavaScript est orienté objet. Donc, tous les éléments dans JavaScript, même les éléments d'environnement, c'est-à-dire le navigateur est un objet, la fenêtre d'affichage est un objet, le document sur lequel vous travaillez est un objet, les fenêtres sont des objets, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout est objet. Comment on manipule un objet? On le manipule grâce à des méthodes, d'accord, qui permettent de soit de consulter des valeurs, soit de mettre à jour des valeurs. Nous avons aussi les fonctions utilisateurs. Fonction utilisateur, c'est une fonction que vous écrirez afin de faire certains traitements. D'accord? Comment on déclare une fonction utilisateur en JavaScript? En utilisant toujours le mot-clé function. Donc, vous avez function, le nom de la fonction, et vous avez éventuellement des paramètres. D'accord? Comment on appelle une fonction? Vous allez faire appel à la fonction d'une manière normale, avec le nom de la fonction, entre parenthèses, les paramètres. La valeur de retour pourra être affectée à une variable. Si je mets non variable égale le nom de la fonction, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'appelle la fonction, et lorsque la fonction est terminée, elle va retourner une valeur que je vais affecter à cette variable. D'accord? Comment définir une valeur de retour en JavaScript? En utilisant la commande return. Return va quitter la fonction et en même temps me renvoyer une valeur de retour. Maintenant, au début du cours, nous avions dit que
JavaScript était un langage événementiel et donc qu'il répondait à certains événements de l'utilisateur. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'interaction avec JavaScript. Alors, avant de connaître JavaScript, quelle est la seule interaction qu'on avait avec un document HTML? C'était la possibilité de cliquer sur un lien de navigation. Si je clique sur un lien, il me renvoie vers une autre page. Mais, par exemple, pour les boutons ou pour les fenêtres, nous n'avions aucune forme d'interaction. JavaScript va ajouter beaucoup d'événements, d'accord, auxquels on pourra réagir lors de nos programmes. Quels sont les événements que JavaScript peut capter? D'accord? En réalité, celui qui les capte, c'est le navigateur. Et ensuite, JavaScript nous donne les moyens, une fois que cet événement a été capté, de lui associer une action spécifique. Par exemple, vous allez cliquer, le navigateur va capter le clic et JavaScript va offrir la fonction qui va répondre au clic de l'utilisateur. Alors, quels sont les événements qu'on va pouvoir capter ici? Nous avons le clic. C'est lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, un lien ou tout autre élément affichage. C'est-à-dire que le clic n'est pas propre au bouton. On peut aussi cliquer sur un lien, on peut cliquer sur un texte, etc. Nous avons aussi le load. Load, c'est l'action qui correspond au chargement de la page, d'accord, par le navigateur. Donc, une fois qu'une page est pleinement chargée, l'événement load est déclenché. De la même manière, si je me prépare à quitter la page, c'est-à-dire l'utilisateur clique sur le X en haut, je suis en train de me préparer à quitter la page. Juste avant de quitter la page, l'événement endload est déclenché. Nous avons aussi l'événement mouse over. Donc ici, c'est lorsque l'utilisateur place le pointeur de la souris pour survoler un élément. D'accord? Là, l'événement est déclenché. Maintenant, si je quitte, si je déplace la souris et que je l'éloigne de l'élément, eh bien, l'événement va disparaître à son tour. Donc cet événement est dynamique. Mouse out, justement, c'est lorsque le pointeur de la souris quitte un élément. Donc, si vous survolez un élément, c'est mouse over. Dès qu'il le quitte, c'est mouse out. D'accord? Nous avons aussi l'événement focus. Donc, c'est lorsqu'un élément de formulaire a le focus, c'est-à-dire c'est la zone d'entrée active. Par exemple, je suis dans un formulaire, le champ sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel le curseur est placé, c'est celui qui déclenche l'événement focus. Nous avons aussi blur. Donc, c'est lorsqu'un élément du formulaire perd le focus. Donc, si je mets le curseur dessus, comme ça, il a le focus. Si je le quitte pour aller à l'élément suivant, quel est l'événement qui est généré? C'est blur. Nous avons aussi change. Change, c'est la valeur d'un champ qui a été modifié. Donc, j'ai une valeur dans un champ, j'ai modifié cette valeur. Quel est l'événement qui va être déclenché? C'est l'événement change. D'accord? Et nous avons deux événements aussi qui sont assez intéressants. Alors, le select, c'est lorsque l'utilisateur sélectionne un champ dans un élément de formulaire, et submit, lorsque le bouton submit a été cliqué pour envoyer le formulaire. Alors, ce dernier élément est très très important. Pourquoi? Parce que c'est le moyen que nous avons en JavaScript pour savoir que l'utilisateur a soumis son formulaire. D'accord? Donc, le bouton Submit, c'est l'indicateur qui me dit que l'utilisateur a soumis son formulaire si je veux, par exemple, lui associer des actions particulières. Donc, voici les événements. Maintenant, en réponse à chacun de ces événements, on peut écrire une fonction qu'on appellera le gestionnaire de l'événement. D'accord? C'est la réponse de JavaScript à cet événement. Alors, comment on définit le nom de la fonction du gestionnaire d'événements? C'est toujours le nom de l'événement précédé par on. C'est-à-dire, j'ai l'événement click. Le gestionnaire de l'événement click, ce sera quoi? On click.
J'ai l'événement load qui correspond au chargement de la page. Le gestionnaire de cet événement s'appellera onLoad et ainsi de suite. D'accord? C'est toujours on plus le nom de l'événement qui lui a été associé. D'accord? Alors, si vous mettez une affectation comme ça, par exemple, onClick égale alerte, avec cette fonction-là, alerte, on avait dit, c'est une fonction prédéfinie. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que l'événement click a été déclenché, le gestionnaire onClick est lancé, qui va exécuter la fonction alerte. D'accord? Donc ici, je suis en train d'associer cette fonction ou ce code avec le gestionnaire d'événements du click. Donc voilà comment on fait la gestion des événements en JavaScript. Maintenant, nous allons voir certaines méthodes prédéfinies, donc les méthodes et les propriétés de certains objets JavaScript. On a dit JavaScript est orienté objet. Nous avons des objets qui sont prédéfinis, d'accord? Et chacun de ces objets nous offre des méthodes et des propriétés qui nous permettent de le consulter ou bien de le manipuler, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'objet? Donc, on a dit, tout est objet en JavaScript et un objet possède des variables et des fonctions. Les variables s'appellent des propriétés et les fonctions s'appelleront des méthodes. Comment on y accède? En utilisant le point. Donc, objet.propriété pour accéder à une propriété, objet.méthode avec des parenthèses, éventuellement même des paramètres, lorsque je veux accéder à une fonction ou à une méthode. Premier objet que nous allons voir, donc on a dit tout est objet, y compris l'environnement. Je vais partir de l'objet le plus global, c'est le navigateur de l'utilisateur. Il correspond à un objet qui est l'objet navigator. Cet objet a des propriétés. Ces propriétés nous donnent des informations concernant le navigateur que nous pourrons par exemple afficher sur notre page. D'accord? Donc nous avons AppCodeName, c'est le nom de code du navigateur. AppName, c'est le nom du browser. Alors AppVersion, c'est la version. Et UserAgent, d'accord, c'est le header envoyé par le navigateur au serveur. Il contient des informations comme le nom, la version et le langage et la langue du navigateur. D'accord? Donc, nous avons des propriétés qui sont associées à l'objet navigator. Navigator, c'est le navigateur. Donc, c'est l'objet le plus global. Donc, voici un exemple ici. Donc, j'ai pris bon, ici, ça, on a dit, c'est pas indispensable, donc je vais supprimer. J'ai une balise script dans laquelle, alors, document.write, c'est pour afficher du contenu sur notre page, d'accord? Alors, je vais afficher navigator.appCodeName, navigator.appName, appVersion et UserAgent, d'accord? Alors ici, est-ce que j'ai besoin d'un serveur? Non. Je peux le mettre. La norme, c'est de le mettre sur un serveur. Mais là, même si je ne le mets pas sur un serveur, un simple navigateur me suffit pour tester mon code. Voilà pourquoi je vais lancer directement le navigateur. Si j'avais fait ça avec du code PHP, bien sûr, ça ne marcherait pas. Donc, voici ce que me donne donc, toutes les informations que nous avons qui vont être retournées par le navigateur, donc concernant le navigateur installé sur ma machine. D'accord? Ensuite, donc à l'intérieur du navigateur, qu'est-ce qui s'affiche? Nous avons la fenêtre principale de notre document. D'accord? La fenêtre, c'est aussi un objet, qui est l'objet window. Donc, l'objet navigateur englobe un objet à l'intérieur qui est l'objet window, qui représente la fenêtre de navigateur et qui va englober les autres objets. C'est-à-dire, lorsque nous allons voir le document s'affiche sur la fenêtre et la fenêtre est à l'intérieur du navigateur. D'accord? Donc, c'est un objet qu'on dit implicite. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui englobe tout le reste. D'accord?
c'est le parent. Window, c'est le parent de tous les éléments. Donc, si je crie window ou si je l'omets, on considère toujours que c'est un objet qui existe. C'est un objet implicite. Il est toujours là. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'à chaque fois que vous mettiez une variable, que vous ne mettiez pas le mot-clé var à côté, eh bien, votre variable sera globale. Pourquoi? Parce que toute variable que vous ne mettrez pas avec le mot-clé var sera une propriété de l'objet window. Et comme cet objet window est un objet de portée globale, par conséquent, toutes les variables que vous aurez déclarées dans window seront de portée globale. Donc, je répète, si je déclare une variable, par exemple en mettant x égale à 1, ça c'est une déclaration implicite. Je n'ai pas mis le mot-clé var. Qu'est-ce qui va se passer? Cette variable x va être déclarée comme étant une propriété de l'objet window. Comme cet objet window est un objet global, quelle est la portée de la variable? Elle sera de portée globale. D'accord? Maintenant, cet objet window a des fonctions prédéfinies. La fonction alerte, la fonction prompt et la fonction confirme. Chacune de ces trois fonctions nous donne une boîte de dialogue standard, d'accord, prédéfinie, que nous pouvons personnaliser en affichant un certain texte. Donc, commençons par alerte qu'on avait déjà vu dans un autre exemple. Donc, alerte, ça s'écrit comme ça. Donc, alerte est entre parenthèses une chaîne de caractères. Qu'est-ce que ça va donner à l'affichage? Ça va donner une boîte de dialogue, comme ça, avec le texte que vous avez affiché et un bouton pour valider, qui est le bouton OK. D'accord? Vous ne pouvez que valider. En général, on utilise alerte pour afficher un message ou pour signaler un problème à l'utilisateur. Voilà. Madame, Oui. on utilise la décla alert pour afficher avec les cookies. Le message sur les cookies, si vous voulez accepter de continuer ou pas. Oui, on peut l'utiliser aussi. Oui. Okay. C'est-à-dire tout ce qui est pour alerter l'utilisateur ou pour lui signaler quelque chose. Donc, on peut utiliser en effet les boîtes alertes. Alors, le deuxième, c'est confirme. Pareil, je lui donne un message, mais cette fois-ci, elle peut me retourner soit OK, soit annulé. C'est-à-dire qu'ici, la valeur de retour sera un booléen. Ça peut être true, ça peut être false. Alors, tout à l'heure, vous avez remarqué, il y avait un seul bouton. Ici, on aura deux. Je peux cliquer sur OK, la valeur retournée sera true. Je peux cliquer sur annuler, la valeur de retour sera false. Donc, ces fonctions ont une valeur de retour qui pourront être utilisées par la suite. Troisième fonction, c'est la fonction prompt. Alors, cette fonction permet d'inviter l'utilisateur à saisir une information et la récupérer. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'un seul paramètre, vous pouvez utiliser cette fonction pour le récupérer, mais gardez juste à l'esprit que la valeur de retour qu'elle va vous retourner est de type chaîne de caractères. D'accord? Donc, si par exemple, vous lui demandez de vous donner un nombre, sachez que ce qu'elle va vous retourner, c'est une chaîne de caractères que vous devrez convertir en valeur numérique. Donc, voilà ce que ça va afficher. Vous avez un champ pour saisir ce que vous voulez et vous avez OK et annulé. Comment fonctionne ce champ? C'est comme input type égal à texte, c'est-à-dire que la valeur qui va être retournée est de type chaîne de caractères. Donc, vous voyez que pour de petits traitements, vous n'avez même pas besoin de créer des boîtes de dialogue. Les boîtes de dialogue sont mises à votre disposition par JavaScript. Les trois fonctions que vous avez, les trois méthodes que vous avez ici sont des méthodes associées à l'objet window. Donc, soit j'écris window.alert, soit j'écris alerte tout court. Pourquoi je peux me permettre d'écrire alerte tout court? On avait dit que window était un objet global, un objet implicite. C'est-à-dire, je peux le mettre comme je peux l'omettre. Donc, window.alert et alerte, en réalité, c'est la même chose, c'est la même
fonction. Maintenant, je vais encore plus bas. Donc, on avait vu le navigateur. À l'intérieur du navigateur, nous avons la fenêtre. Et à l'intérieur de la fenêtre va s'afficher notre document. Donc, l'objet que nous allons voir maintenant, c'est l'objet document. D'accord? Il s'agit de l'objet représentant votre page web. D'accord? Qui va commencer bien sûr par la balise HTML. Et qui aura donc tous les attributs et les fonctions permettant de manipuler chaque élément de cette page. C'est-à-dire toutes les balises à l'intérieur de la page. Si vous souhaitez accéder à un élément dans une page HTML, d'accord, vous devez d'abord accéder à l'objet document. Donc ici, en réalité, il y a deux façons d'accéder. Soit j'accède à un élément en suivant l'arborescence des éléments. D'accord? Donc, je vais dire que cet objet est dans l'élément, dans ce sous-document. Donc, je mets document. Et puis ensuite, par exemple, s'il est dans un formulaire, je mets point form. Si c'est un champ input, je mets point input, etc. C'est-à-dire que je vais suivre l'arborescence jusqu'à arriver à l'élément souhaité. Maintenant, pour afficher le texte, nous avons deux méthodes. Une que nous allons voir maintenant et une que je vais vous présenter juste après. Si vous voulez afficher du texte sur une fenêtre vide, vous pouvez utiliser document.write. Il permet d'écrire du code sur une fenêtre vide. D'accord? Donc, vous mettez document.write ou bien vous mettez write, c'est pareil, parce que document, tout comme window, est un objet implicite. Maintenant, faites attention, write écrase le contenu précédent de votre page. D'accord? Si vous avez une nouvelle fenêtre, ce serait pratique d'utiliser write. Si vous avez une fenêtre préexistante, soyez prudent. Alors, d'autres objets, nous avons l'objet string qui correspond à la structure de données chaîne de caractères. D'accord? Cet objet aussi a des méthodes et des propriétés. Quelle est la propriété qui nous intéresse ici? Nous avons la propriété length, d'accord? Qui retourne un entier qui indique le nombre d'éléments dans une chaîne de caractères. Et nous avons aussi des méthodes, d'accord? Donc, je n'ai pas pris toutes les méthodes, j'en ai choisi certaines. Char@, permet d'accéder à un caractère isolé d'une chaîne, c'est-à-dire que vous allez aller jusqu'à l'indice que vous avez choisi. Nous avons aussi index_of, qui renvoie à la position d'une chaîne partielle à partir d'une position. Donc, index_of, vous lui donnez une chaîne et elle vous donne sa position. Substring de x, y, il va découper votre chaîne et il va vous donner la chaîne entre la position x et la position y-1. To lowercase et to uppercase, c'est pour modifier la case, soit pour remettre tout en majuscule, soit pour remettre tout en minuscule. Donc voilà pour les chaînes de caractères. Nous avons aussi les tableaux. Alors ici, nous n'avons pas les tableaux associatifs comme en PHP. Nous avons les tableaux énumérés classiques. D'accord? Donc, on crée un tableau avec la méthode array. D'accord? New array permet de créer un nouveau tableau. Ensuite, je remplis mon tableau normalement en utilisant les indices. D'accord? Quelles sont les propriétés et les méthodes qu'on peut utiliser avec array? Nous avons length qui donne le nombre d'éléments d'un tableau. Nous avons join qui regroupe tous les éléments du tableau dans une seule chaîne, séparés par un séparateur. Donc, ça nous rappelle les implode et explode qu'on connaissait déjà. D'accord? Alors, et sort retourne les éléments par ordre alphabétique, bien sûr à condition qu'ils soient de même nature. Donc, sort, c'est pour le tri et join, c'est pour transformer un tableau en chaîne de caractères. Maintenant, afin de nous faciliter le traitement, donc je vous avais dit, la première méthode qui nous permet d'accéder à un élément, je ne sais pas si j'ai un exemple, je vais vérifier. Voilà. C'est que pour accéder à un élément, je dois accéder à tous les éléments dans la hiérarchie, c'est-à-dire à partir du document jusqu'à l'élément en question. D'accord? C'est une méthode facile, mais c'est une méthode qui peut être fastidieuse
si vous avez, par exemple, beaucoup d'éléments. Prenons cet exemple-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voyons d'abord le code HTML. HTML, j'ai un formulaire. Je lui ai défini l'attribut name pour pouvoir le manipuler. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Il contient deux champs. Un champ input en entrée, un champ input en sortie, et au milieu, un bouton. Le principe, c'est quoi? J'écris du texte dans la première zone. Quand je clique sur le bouton, le texte est récupéré par JavaScript de la première zone et affiché dans la deuxième zone. La question qu'on se pose, c'est comment accéder à l'élément de la première zone pour le lire et comment accéder à l'élément de la deuxième zone pour écrire dedans. Nous allons suivre le cheminement. L'élément qui englobe tout ça, c'est window. On a dit il est implicite. Ensuite, à l'intérieur de window, quand je vois la balise HTML, c'est quoi? C'est l'objet document. Ensuite, à l'intérieur de document, qu'est-ce que j'ai? J'ai le formulaire. Il s'appelle comment? Name égale à form 1. Donc, ce sera point form 1. Ensuite, je vais avoir le champ input. Je vais chercher aussi la valeur de son attribut name. Voilà pourquoi je spécifie l'attribut name pour tous les éléments. Donc, je ne travaille pas avec le ID ici, je travaille avec le name. Donc, j'ai ici name égale à input. Donc, ça va être quoi? Document.form1.input.value. La valeur. Donc, ça donne document.form1.input.value. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté ça à la variable entrée. Et ensuite, je vais accéder au deuxième champ pour écrire cette valeur à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, accéder à la deuxième zone. Document.form1.output.value. D'accord? Document.form.output.value. D'accord? Et le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va changer l'affichage. Donc, on clique. Donc, vous allez afficher du premier vers le deuxième. Quel est le problème ici? C'est que ce code-là, vous avez vu qu'on l'a fait en fonction du cheminement. Si je modifie, par exemple, mon formulaire, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je modifie ce formulaire, ce code va être forcément obsolète. Et donc, il va être modifié lui aussi à chaque fois que je modifie le code source. Maintenant, pour ne pas avoir ces lourdeurs, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais ne pas accéder à chaque élément en partant de l'objet document et en suivant le chemin. Si je veux accéder à cet élément, pourquoi je n'accède pas directement? Si je veux accéder à cet élément, pourquoi je n'accède pas directement? Afin de répondre à ce besoin, voilà ce qui a été proposé en JavaScript. Nous avons là le mécanisme du DOM. Qu'est-ce que c'est que le DOM? Le DOM, d'accord, c'est la représentation interne d'une page qui est adoptée par le navigateur lorsque votre page a été chargée. D'accord? Quand une page web est chargée, le navigateur crée une représentation interne ou un modèle sous forme d'arbre qui s'appelle le DOM, Document Object Model. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient toutes les informations que vous avez en HTML et toutes les informations que vous avez ajoutées aussi en JavaScript. D'accord? Et vous pouvez ensuite manipuler cette arborescence en utilisant JavaScript. Voilà à quoi ça ressemble. L'élément racine du DOM, parce qu'on a dit Document Object Model, donc ça commence avec quoi? Document. Ensuite, l'élément racine HTML. Ensuite, vous avez le head et vous avez le body. Qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en train de suivre le cheminement des balises HTML. Balise HTML, c'est l'élément root element. Balise head, c'est l'élément head. Balise body, c'est l'élément body. Pareil ici. L'élément title, c'est la balise title. Et ainsi de suite. Ensuite, le texte est un nœud de type texte.
l'attribut est un nœud de type attribut. D'accord? Et l'élément est un nœud de type élément. Donc, nous connaissons déjà 4 types de nœuds. Le nœud racine qui est le document, le nœud d'élément qui correspond à une balise, le nœud texte qui correspond à un texte et le nœud attribut qui correspond à un attribut. Tout ça, bien sûr, à l'intérieur d'une arborescence qui respecte la structure de votre document. Voilà comment fait le navigateur pour se retrouver dans tout le code HTML, CSS que vous lui donnez. Il construit une représentation interne qui ressemble à ça, il la stocke en mémoire et il travaille à partir de cette structure. Alors, grâce à cette structure, en lui associant des méthodes et des propriétés, donc une certaine API, je peux manipuler ou modifier le document bien après son chargement. D'accord? Donc, les méthodes du DOM sont des actions que vous pouvez effectuer et les propriétés sont des valeurs ou bien des paramètres, d'accord, que vous pouvez soit définir, c'est-à-dire soit consulter, soit définir. Voici un petit exemple. Donc, j'ai un document. Quelle est l'arborescence DOM correspondante? Je vais suivre le cheminement. Donc, la racine, c'est toujours document. Ça, c'est standard. Ensuite, balise HTML, root element HTML. Ensuite, j'ai head. C'est le nœud head. Ensuite, j'ai title. C'est le nœud title qui est fils de head. Ensuite, je ferme head. Ça y est. Autre chose. Title, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du texte. C'est quoi le texte? C'est un nœud de type texte. Donc, ça, c'est des nœuds de type élément. Et le dernier, c'est un nœud de type texte. Je suis arrivée à la fin. Donc, c'est une feuille de là. Je reviens. Body. C'est la balise, c'est l'élément body. Ensuite, H1, c'est l'élément H1. À l'intérieur, il y a P, il y a ensuite P, c'est un paragraphe. Et à l'intérieur de chacun des deux, il y a du texte. Donc, H1 a un fils de type texte et P a aussi un fils de type texte. D'accord? Donc, voilà les différents nœuds avec les types associés. D'accord? Maintenant, comment j'accède au nœud? Je veux un accès direct au nœud. Donc, première méthode, c'est la méthode qu'on avait vue. Elle consiste à définir le chemin à partir de l'objet document et en descendant jusqu'à arriver à l'objet en question. Ça, on avait dit, c'est fastidieux. Deuxième méthode, c'est l'accès direct. C'est ce qu'on cherchait justement. C'est avec une méthode qui s'appelle getElementById. Vous définissez votre élément cible, vous lui donnez un identifiant et vous pourrez accéder à l'élément directement sans avoir à passer par tous les éléments parents. Ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que c'est plus rapide. Deuxième avantage, c'est que si vous modifiez votre code HTML, le code JavaScript restera viable tant que vous n'avez pas modifié l'identifiant de votre élément. C'est-à-dire, même si je déplace le champ de formulaire ou que j'ajoute des choses dans mon formulaire, le problème avec mon code JavaScript ne se posera jamais. Sauf si je modifiais l'identifiant. Tant que l'identifiant est là, tout se passe bien. D'accord? Voilà pourquoi on favorise cette méthode. Nous avons deux autres méthodes qui ont aussi leur utilité. Nous avons par exemple la méthode getElementsByName. Alors vous allez remarquer ici, regardez, vous avez getElement au singulier by ID. Pourquoi? Normalement, un identifiant doit être, voilà, un identifiant doit être unique. Très bien. D'accord? Par contre, quand vous arrivez ici, getElementsByName. L'attribut name peut être partagé par plusieurs éléments. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de plusieurs éléments qui partagent le même name? Et input, madame, de l'exemple précédent. Très bien. Alors, les champs input, par exemple, lorsque vous avez les groupes de boutons radio. Vous vous rappelez, je vous avais dit, si on veut mettre plusieurs boutons radio dans un groupe, il faut leur attribuer le même attribut name. Par exemple, j'ai yes or no. Je veux avoir ce groupe de radio, donc en exclusion mutuelle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le même attribut name. Donc, ces éléments-là ne seront pas détectés
c'est-à-dire pour pouvoir les récupérer en entier, il faudra qu'ils soient détectés par le nom et non pas par l'identifiant. Si j'utilise des identifiants différents, je ne vais pas avoir accès à toute l'information. Donc ici, si vous travaillez avec des éléments qui partagent le même name, par exemple les radio box, utilisez getElementsByName. Il va vous retourner une structure de données, d'accord, qui ressemble à un tableau. D'accord? Ce n'est pas tout à fait un tableau, mais elle est manipulée avec des crochets. Donc, on dira, en licence, on dirait que c'est un tableau. Ensuite, vous allez voir en master que c'est une structure de données qui a un... C'est-à-dire c'est un autre type. Mais elle peut être manipulée comme un tableau. Le premier élément, c'est le premier élément de la valeur de l'attribut name que vous aurez croisé. C'est-à-dire, si vous avez 3 champs qui ont le même attribut name, le premier, ce sera tableau de 0, le deuxième, c'est tableau de 1, et le troisième, c'est tableau de 2. Donc, ce sont toujours des tableaux énumérés qui partent de 0. Troisième méthode, c'est getElementsByTagName. Si vous voulez manipuler tous les éléments d'un formulaire qui sont d'un type défini, par exemple, tous les paragraphes, tous les titres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir getElementsByTagName. Là aussi, il y a un pluriel. Pourquoi? Parce que je peux récupérer plusieurs. Je les récupère aussi dans une sorte de tableau que je pourrais manipuler. Là aussi, le premier type de cette balise sera l'élément tableau de 0. D'accord? Maintenant, comment accéder aux attributs? Donc, une fois que je vais accéder au nœud, à partir du nœud, je peux accéder aux attributs en utilisant attributes. D'accord? Donc, je n'accède pas directement aux attributs, j'accède à l'élément d'abord. Par exemple, je veux connaître les attributs d'un élément dont l'identifiant, par exemple, c'est X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Document.getElementsById de X. Donc, j'ai accédé à X. Ensuite, point attributes. Là, je récupère les attributs de cet élément. Donc, j'accède à l'élément d'abord par l'une des méthodes définies. Ensuite, j'accède aux attributs. Donc, la propriété attributes, appliquée bien sûr à l'élément que vous souhaitez, renvoie une liste des attributs d'un élément spécifié. D'accord? Les attributs seront accessibles par leur nom. Donc, vous mettez point attributes, il récupère tous les attributs et vous les met dans une liste. Les clés de cette liste-là seront les noms des éléments. Ensuite, la méthode getNamedItem retrouve un nœud selon le nom spécifié en argument. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai un paragraphe et je veux récupérer la langue de ce paragraphe. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais accéder au paragraphe. Disons que c'est le premier paragraphe de la page. Donc, je vais mettre document.getElementsByTagName P de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier paragraphe rencontré dans le document. Je récupère tous ces attributs avec paragraphe.attributes. Maintenant, je veux sélectionner l'attribut language. Je mets attributes.getNamedItemLang. Il va me donner la langue qui a été définie pour cet élément. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Avec le DOM, on peut manipuler les styles. D'accord? Alors, bien sûr, quand je dis manipuler les styles, est-ce que ça veut dire que je vais remplacer CSS? Non. Lorsque votre style est statique, vous le ferez en CSS, c'est clair. Maintenant, si par exemple, je veux, au clic sur un bouton, modifier le style, est-ce que je sais faire ça en CSS? Non. CSS n'est pas événementiel, il ne répond pas aux événements. Dans ce cas-là, je serai obligé de le faire en CSS. Il faut savoir que chaque élément dans le DOM a une propriété style sous forme d'un objet dans lequel vous aurez toutes les informations de style que vous voulez. Les couleurs, les arrière-plans, les alignements, etc. D'accord? Prenons un exemple. Donc, je prends un élément, donc document.getElementById de ID. J'ai sélectionné un élément. On a dit, pour accéder au style, nous avons un attribut style. Mais cet attribut est complexe, il est de type objet. Donc, je mets .style et
Ensuite, point property, choisissez votre propriété, égale, vous lui donnez la valeur du style que vous voulez. Par exemple, je peux mettre document.getElementById de x, .style.color égale red. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la couleur de l'élément à rouge. Ou bien, .style.textLine égale, par exemple, justify. Je vais justifier le texte. D'accord? Vous pouvez manipuler tous les styles que vous voulez en utilisant cet objet prédéfini, style. Tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre propriété, donc style.propriété, reçoit valeur. D'accord? Voici un exemple. Donc ici, j'ai un objet et quand je clique sur un bouton, donc j'ai document.getElementById de l'élément id1, .style.color égale red. Donc ça va permettre de changer la couleur d'un objet. Maintenant, je sais manipuler les styles, changer la couleur. Est-ce que je peux changer le contenu d'une page une fois qu'elle a déjà été chargée? Ce qu'on sait, c'est que les pages sont préparées avant d'être chargées. Une fois qu'elle a été chargée, vous pouvez la recharger, c'est-à-dire une autre fois, mais vous ne pouvez pas modifier son contenu. Donc ici, si je veux modifier son contenu dynamiquement, je peux le faire en utilisant le DOM. Une méthode qui permet de le faire, c'est la méthode innerHTML. D'accord? Ce n'est pas la seule solution, mais c'est celle qui est la plus facile. L'attribut innerHTML de l'objet HTML element, c'est-à-dire elle s'applique aux éléments, contient tout le texte contenu au sein d'une balise. Soyez prudent. Si vous mettez innerHTML et que vous aviez déjà du texte, vous allez l'écraser. D'accord? Donc, soyez prudent avec cette fonction. Regardez cet exemple-là, par exemple. Donc, j'ai du texte avec un lien, par exemple, et je mets document.getElementById du paragraphe. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire innerHTML? Donc, il va remplacer le contenu de votre élément. Donc, il va tout écraser. OK? Voyons ça sur un exemple. Voilà le code que vous avez. Donc, dans le code HTML, j'ai un paragraphe PID égale à par. D'accord? Regardez le texte qui est affiché. Ceci est le texte initial. D'accord? Je vais enlever JavaScript pour le moment. Je vais le couper. J'exécute mon code. Le code, c'est le texte qui s'affiche, c'est ceci est le texte initial. Bien. Je vais ajouter un code JavaScript que contient mon code. J'accède à l'élément par avec getElementById de par. Et ensuite, je mets innerHTML. D'accord? Reçoit. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a dit dans le cours, c'est que innerHTML écrase le contenu existant. D'accord? Donc, le contenu initial, c'est ceci est le contenu initial. Et le contenu nouveau, c'est ceci est du code JavaScript écrit avec innerHTML. On va sauvegarder et exécuter. On va voir est-ce que le code sera effectivement écrasé ou pas. Regardez, le code initial a été écrasé. Donc ça, soyez très prudent en manipulant cette fonction. Maintenant, si je ne veux pas écraser, je veux ajouter du contenu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le concaténer. On a dit la concaténation en JavaScript se fait avec le plus. En PHP, c'est le point. En JavaScript, c'est le plus. Alors, en utilisant le plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va concaténer le texte initial avec le texte que vous venez d'ajouter. Quand on exécute, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, là, vous avez les deux. Le texte initial
et le texte est écrit avec inner HTML. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Inner HTML écrase le contenu, à moins que vous ne pensiez à faire une concaténation. D'accord? Donc, n'oubliez pas de mettre toujours la concaténation, c'est-à-dire le plus, afin de ne pas perdre le contenu initial d'un élément. D'accord? Donc, ça, c'est une remarque très importante pour cette fonction. Maintenant, comment faire la vérification des formulaires en JavaScript? Qu'est-ce qu'on peut vérifier? On peut vérifier si le champ n'est pas vide. D'accord? Donc, comment on va faire? Donc, je vais récupérer, par exemple, la valeur du texte. Qu'est-ce que je fais? Get element by ID, accès directement au champ, point value. Je récupère sa valeur. Si la valeur est vide, j'affiche par exemple un message d'erreur. Je peux aussi faire des vérifications si l'élément est numérique ou pas. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la valeur. Pareil, get element by ID du nombre, point value, je récupère la valeur. Si cette valeur n'est pas numérique, alors la fonction qui me permet de vérifier si c'est numérique ou pas, c'est is not a number. If is not a number de x, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur numérique. Ici, j'ai choisi aussi de faire la vérification, est-ce que c'est compris entre 1 et 10? Donc, je fais des vérifications et j'affiche un message d'erreur. Maintenant, le code JavaScript, en général, on a dit, il est généré en réponse à un événement. Quel est le moment opportun pour dire à un utilisateur, votre champ est vide? Le meilleur moment, c'est quoi? C'est le moment où il vient de quitter un champ. Quel est l'événement qui me dit je viens de quitter un champ? C'est l'événement blur. D'accord? Donc, dès qu'il quitte, donc ça va devenir le gestionnaire on blur. Dès qu'il quitte un élément, je peux faire la vérification. Si le champ est vide, je le lui signale. C'est beaucoup plus pratique que de laisser votre utilisateur terminer tout le formulaire, le soumettre. Ensuite, tu tout jusqu'au début pour lui dire, voilà, tout à fait en haut, vous avez oublié un champ. D'accord? Donc, j'espère que ce cours nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur JavaScript. Alors, pour les gens qui vont continuer en master, c'est une partie du JavaScript, on va l'étudier en long et en large. Donc, on donne un aperçu en licence, mais on va l'approfondir, c'est-à-dire c'est prévu en master. OK? Donc, voilà en gros ce qu'il y avait de prévu pour le cours d'aujourd'hui. Je vais voir juste les exemples. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas présentées? Je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Oui, il y a des questions, allez-y. C'est clair. C'est bon? Très bien. Donc, j'ai remarqué aussi, bon, c'est quelque chose qu'on avait remarqué même en CP, il y a beaucoup d'absents. Donc, vos délégués m'ont dit qu'il y a des étudiants qui consultaient ensuite les enregistrements, etc. Ce que je vous dis, c'est que si vous consultez les enregistrements et que vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. D'accord? Donc, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, que ce soit en cours ou en TP, je reste à votre entière disposition. Le seul conseil que je vous donne, n'attendez pas la veille de l'examen. Jusque-là, vous avez encore le temps, il n'est pas trop tard. N'attendez pas la veille pour tout réviser, vous n'aurez jamais le temps de le faire. D'accord? J'espère qu'on pourra, donc administration souhaite avancer les dates des examens pour que ça ne coïncide pas avec les dépôts des mémoires. Personnellement, moi, je suis pour une approche pareille parce que ça vous permettrait de vous libérer à la fin. C'est-à-dire, une fois que vous aurez terminé vos modules, vos examens, il ne vous restera plus que le projet. Je trouve que vous serez plus à l'aise. D'accord? Donc, j'espère qu'on arrivera à faire ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va s'arrêter là. Donc, pour les étudiants, il y a des étudiants qui ont TP avec moi. On se retrouve après. D'accord?